Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, le Journal des luttes revient sur les combats sociaux, syndicaux qui agitent notre société et comme on a l'habitude de le faire, en donnant la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Alors merci à vous de nous soutenir. N'oubliez pas, pour devenir abonnés sociaux ou faire un don ponctuel, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Vous pouvez aussi nous écrire à jdl@lemediatv.fr ou nous laisser un message au 06 86 46 08 46. C'est avec vous que le combat continue. Le Journal des luttes, c'est parti. Au sommaire de cette édition, la colère sociale. Elle est là, pas toujours visible, pas toujours organisée, mais elle est bien là. Hausse des prix du carburant, conditions de travail de plus en plus précaires. Partout en France, des salariés, des professionnels tirent la sonnette d'alarme. Alors, peut-on s'attendre à un nouveau mouvement social d'ampleur comme celui des Gilets jaunes? Pour en parler, nous recevons François Boulot, ancien avocat et ancien porte-parole des Gilets jaunes, aujourd'hui fondateur de Praxis Média, un projet qui veut réinventer l'action citoyenne et la démocratie directe. Et ensuite, nous verrons sur le terrain, concrètement, comment cette colère s'exprime avec des actions, des grèves et des blocages. C'est parti pour le JDL Hebdo. La colère sociale couve-t-elle à nouveau en France? Hausse des prix du carburant, inflation persistante, sentiment d'abandon dans certains territoires, autant de signaux qui rappellent le contexte de 2018. 8 ans après, une nouvelle explosion sociale est-elle possible? Mais avec tous ces signaux, on peut quand même se demander pourquoi ça ne prend pas pour l'instant. Et si finalement le prochain mouvement social ne ressemblait pas du tout aux Gilets jaunes? On en parle donc avec François Boulot, ancien avocat et porte-parole des Gilets jaunes, aujourd'hui à l'initiative de Praxis Média, un projet qui veut mêler information indépendante et démocratie directe. C'est parti pour l'entretien. François Boulot, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Justement, je posais la question en introduction, est-ce que la France est à deux doigts d'un nouveau mouvement type Gilets jaunes? Pour demain, je ne suis pas sûr. Après, je ne suis pas devin. Mais j'ai le sentiment que si pour l'instant, il y a évidemment une énorme colère dans le pays, mais qu'elle n'est pas visible, qu'elle ne se manifeste pas par justement des mouvements spectaculaires, des manifestations. Bon, c'est parce que déjà, peut-être, on n'en est qu'au début des hausses de prix. C'est-à-dire que, en fait, le vrai choc économique, il arrive, mais il arrive là dans quelques semaines, dans quelques mois. Hein, et il va durer. On va avoir un choc qui va être au moins d'ampleur de celui de 2022 en termes d'inflation. Ça, c'est quasiment acquis, hein, selon les économistes. Mais peut-être que le choc va être de l'ampleur du choc pétrolier de 1973. Hein, parce qu'on est aujourd'hui beaucoup plus dépendant à l'énergie pétrole qu'on ne l'était dans les années 70, où l'économie tournait encore beaucoup au charbon. Donc, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, mais pour l'instant, on tape sur des prévisions de perte de croissance de au moins 0,5 points, voire 1 point. Ce qui veut dire qu'en gros, comme la prévision de croissance de la France, c'était 1%, on arriverait à 0. Et peut-être même qu'on pourrait passer en récession. Donc, pour l'instant, ce que les gens ont vu, c'est la hausse des prix à la pompe, évidemment. Mais, je veux dire, dans les semaines, dans les mois qui viennent, là, l'inflation va vraiment être extrêmement forte. On pourrait être à 3 ou 4%. Et 3 ou 4%, c'est une moyenne. Hein. Ça veut dire qu'il y a des prix qui peuvent être à plus 10%, plus 15%. En 2018, effectivement, c'était aussi la hausse du carburant qui avait en partie incité beaucoup de gens à descendre dans la rue. Dans ce que vous nous dites là, ça pourrait être pire qu'en 2018. Donc, Alors, la différence peut-être avec le mouvement des Gilets jaunes pour l'instant, c'est qu'à l'époque, la hausse sur le carburant, elle avait été décidée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui voulait mettre une taxe sur les carburants, donc mettre une taxe supplémentaire. Bon. Là, c'est pas ce qui se passe. Là, on a une inflation qui est exogène, qui vient d'une cause extérieure, entre guillemets, le conflit en Iran déclenché par les États-Unis et Israël. Et on a une hausse spéculative. Par contre, ça, on peut le dire quand même. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une action du gouvernement. En revanche, c'est l'inaction du gouvernement qui est assez scandaleuse parce qu'il aurait tout à fait la possibilité de bloquer les prix à la pompe. Hein. C'est l'article L410-2 du Code de commerce qui le prévoit. Le gouvernement l'a fait pendant le Covid pour les masques ou les gels hydroalcooliques. Donc, il aurait pu tout à fait là bloquer les prix pour empêcher que les groupes pétroliers fassent des marges là absolument colossales. Parce que, évidemment, les pétroliers, le pétrole là qu'ils nous vendent actuellement, c'est pas du pétrole qu'ils ont acheté il y a 3 jours. Hein. C'est des stocks qu'ils ont accumulés avant
l'inflation des prix, avant l'inflation du prix du pétrole. Et donc, on est sur une hausse purement spéculative. Et donc là, il y a un choix, comme d'habitude. On n'est pas surpris, évidemment. Ça, c'est le gouvernement le cornu sous un pouvoir macroniste. Bon, donc on n'est pas surpris que le choix soit fait systématiquement de garantir les profits, voire les super profits des grands groupes, et ça au détriment des citoyens. Et qu'est-ce qui manque justement pour que les citoyens descendent dans la rue? Qu'est-ce qui manque pour que ça explose à nouveau? Je pense qu'il y a deux raisons, à mon avis. La première, c'est malheureusement l'expérience qu'ont eu les gens ces dernières années dans les mouvements sociaux. Alors, il y a eu les Gilets jaunes, évidemment, il y a eu une mobilisation extraordinaire, qui est le seul mouvement qui a gagné. C'est-à-dire que... Quelle est justement la victoire La victoire, c'est qu'il n'y a pas eu la taxe sur le carburant. Déjà, c'est que le gouvernement a dû reculer là-dessus. Et puis Macron avait dû quand même octroyer 17 milliards d'aides quand même au pouvoir d'achat. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'était quand même déjà ça. C'est la seule fois où Macron a reculé. Il a fallu un mouvement d'une ampleur considérable qui s'est fait hors des organisations traditionnelles, donc qui a pu créer de la peur dans l'esprit des classes dominantes. Et c'est ça qui a permis de gagner. Simplement, à quel prix ? Parce que pour tous les gens qui se sont mobilisés, ça a été des manifestations tous les samedis pendant des mois et des mois. Il y a des gens qui ont perdu leurs yeux, il y a des gens qui ont perdu leurs mains. Tout le monde s'est fait gazer en manifestation et a subi donc une répression féroce de la part de la police. Il y a combien de gens ont été en garde à vue? Des milliers, alors des dizaines de milliers. Combien de gens ont été condamnés en justice? Pareil, des milliers. Combien de gens ont pris des amendes? Parce qu'au bout d'un moment, c'était devenu le sport national d'interdire les manifestations. Et donc, on mettait des amendes aux gens dès lors qu'ils avaient une écharpe, un papillon jaune, quelque chose de jaune sur eux. Ils manifestaient et donc on les réprimait aussi financièrement. Bon, tout ça fait que évidemment, il y a une réserve de gens là, tous ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, qui je pense seraient prêts à se mobiliser de nouveau. Mais ils ne vont pas en prendre l'initiative. Ils ne vont pas repartir devant aux avant-postes pour prendre les coups à la place de tout le monde. Ils ont attendu désespérément pendant le mouvement que les gens les rejoignent. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Puis ensuite, il y a eu le mouvement sur la réforme des retraites qui a échoué alors que c'était imperdable sur le papier vu qu'il y avait 90% de la population active qui était contre ce projet de réforme. Bon, cette fois, la défaite, elle est évidemment liée à la stratégie des syndicats qui ont continué avec leur stratégie, si on peut appeler ça une stratégie de grève perlée, où on met une journée de grève un jour par mois, ce qui n'a strictement aucun sens et ce qui crée de la démobilisation. Moi, je pense qu'en fait, les gens, ils sont prêts à ressortir et à se battre, mais il faut que ça en vale la peine. Il faut que ça en vale le coup. Il faut qu'on ait une chance de gagner. Bon. Et là, pour l'instant, il n'y a rien qui se profile de cette nature pour l'instant. Et une autre raison peut-être conjoncturelle, c'est que c'est la présidentielle dans un an et que peut-être qu'il y a tout un tas de gens qui se disent bon, attendant la présidentielle, on va peut-être réussir à renverser la table au présidentiel. Bon, je mets en garde, je pense que l'élection ne permettra pas de résoudre nos problèmes, ne permettra pas de chasser la classe dominante au pouvoir. En tout cas, ce n'est pas du tout le chemin qu'on prend actuellement. Est-ce que justement le pouvoir a appris de ses erreurs concernant le mouvement des Gilets jaunes et qui, du coup, il a une stratégie pour éviter tout nouvel embrasement? Il sait ce qu'il faut faire, peut-être où il faut appuyer pour éviter que ça explose? Disons qu'ils sont en fin de course, ils sont en fin de règne. Je veux dire, là, la Macronie, après, c'est terminé. Ils sont moins arrogants qu'ils ont pu l'être en 2018. C'est-à-dire que vraiment, à l'époque, quand la contestation a commencé à monter, ils ont dit non, mais la taxe sur le carburant, on la garde, c'est très bien, tout ce qu'on fait, c'est génial. Bon, aujourd'hui, ils noient un peu le poisson, ils sont... Quand on fait une proposition qui ne passeront jamais, ils vont dire « Ah oui, nous la notons, nous allons y réfléchir, c'est une très bonne idée. » Bon, puis évidemment, ils la mettent à la poubelle. Mais donc oui, ils ont appris leurs erreurs dans la communication. Mais évidemment, la politique de fond, elle ne change pas. On le voit donc sur les prix à la pompe où ils auraient pu les bloquer, ils ne le font pas pour garantir les super profits donc, des groupes pétroliers. Et ça dit quelque chose qui va être le combat social des prochains mois. C'est qu'en fait, il va y avoir des arbitrages qui vont devoir être faits avec l'inflation. Comment on aide les gens à supporter, à tenir malgré l'inflation? Bon, les marges de manœuvre, elles sont assez ténues parce que le budget de la France, il est toujours en déficit à 5%. Ça n'a pas changé. Et on est toujours en procédure de déficit excessif sous la tutelle de la Commission européenne. Donc, menacé de sanctions financières par l'Union européenne. On est toujours sous la menace des marchés financiers qui pourraient augmenter nos taux d'intérêt. Donc, ce cadre-là
structurel, il n'a pas bougé. Ça veut dire que nos marges de manœuvre, elles sont à un seul endroit principalement, c'est les aides publiques qu'on verse, et dont une grande, donc pour plus de 200 milliards d'euros par an, et dont une bonne partie, au moins 40 ou 60 milliards, est captée par les grands groupes. Grands groupes qui donc explose en profit et donc en dividendes versés aux actionnaires. La marge, elle est là. Hein. Si on veut aller récupérer de l'argent pour essayer de soulager un peu le portefeuille de 90% des gens ou 80% des gens qui vont être en difficulté à cause de l'inflation, c'est là-bas qu'il faut aller la chercher. On a compris que ce n'est pas Macron qui le fera. Ça veut dire que les candidats politiques, peut-être ça, c'est un point central qu'il faudra essayer d'imposer dans la campagne, c'est que les candidats politiques se positionnent par rapport à ça. Est-ce que vous allez aller chercher l'argent là où il est ? Un argent veut dire qu'on peut compter, pas la fraude fiscale ou la fraude sociale, on va essayer... Non, là, on sait qu'on donne au moins 40, 50, 60 milliards par an aux grands groupes. Est-ce qu'on va chercher cet argent ? Ils n'en ont pas besoin et on le redistribue à des gens, à des entreprises même. On peut les redistribuer à des PME qui sont des personnes ou des entités qui ont besoin de cet argent pour faire tourner l'économie française et accessoirement pour les gens, pour se nourrir, pour se loger, en fait, pour simplement répondre à leurs besoins fondamentaux. La contestation, à l'époque, en 2018, elle est passée par différents modes d'action. On a parlé beaucoup des ronds-points bloqués. On a parlé aussi d'un engagement via Facebook qui a fait en sorte d'augmenter le nombre de personnes participant à ces manifestations. Est-ce que tout ça, les ronds-points, Facebook, c'est déjà une autre époque et qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres moyens ? L'avenir le dira, ça. C'est vrai que c'est compliqué à dire. Ce qui est certain, c'est que Facebook a quand même pas mal restreint à changer ses algorithmes. Et donc, je ne suis pas certain qu'un mouvement des Gilets jaunes pourrait ressurgir sur Facebook aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de viralité entre les groupes et les pages qui s'étaient créées. Et en fait, l'information circulait à une vitesse absolument folle, quoi. Donc, il y avait une coordination un peu spontanée qui s'était faite grâce à Facebook. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, avec les règles algorithmiques, ça puisse être possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer, de toute façon, de réinventer des choses nouvelles. Alors ça, c'est les incantations. Moi, je pense que l'un des problèmes majeurs qu'on a, c'est pas de savoir s'il y a une énergie mobilisatrice et de colère, de contestation qui peut s'exprimer dans le pays. C'est pas ça. Ça va ressurgir à un moment donné, c'est certain. Le problème auquel on se heurte à chaque fois, c'est OK, on est d'accord pour dire non, pour protester, mais qu'est-ce qu'on veut ? Et donc, on n'a rien à proposer comme mesure. Et donc, c'est ça qui fait qu'à chaque fois, c'est facile pour un pouvoir de diviser les gens et de ne pas tenir compte de la contestation. C'est qu'au final, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, on commence à agiter les sujets qui divisent, et puis au bout d'un moment, le mouvement s'essouffle. Et puis évidemment, après, on envoie la police à qui on donne carte blanche, une impunité totale pour pouvoir réprimer. Mais je pense que déjà, on ferait un grand pas si on avait les moyens d'avoir des mesures sur lesquelles on est tous d'accord, et on est tous d'accord au-delà même du clivage gauche-droite. Justement, parlons-en. Vous avez lancé, il y a à un moment donné, votre chaîne YouTube, mais depuis peu, Praxis Média. C'est quoi l'idée derrière tout ça ? C'est remplacer justement la contestation dans la rue par une autre forme d'action ? Alors, ce n'est pas remplacer. C'est justement donner un outil pour venir appuyer, renforcer tous les moyens qui existent déjà. En fait, le constat, ça part d'un constat simple. On a aujourd'hui une société française qui est divisée en 3 blocs politiques. En 3 blocs, en tout cas politiquement. On a les gens qui votent Rassemblement National, on a les gens qui votent au centre, et on a les gens qui votent à gauche. Et essentiellement, c'est la France insoumise qui est la force motrice à gauche. Bon. Sauf que ces 3 blocs qui ont l'air, a priori, assez irréconciliables entre eux. Bon, le problème, c'est que ça permet donc pas, avec les règles actuelles de nos démocraties représentatives, ça permet pas de dégager une majorité pour pouvoir gouverner. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances pour que quiconque sera le président élu en 2027, il n'est pas du tout acquis qu'il obtienne une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on va se retrouver avec quelque chose où il faudra faire des compromis. Bref, celui qui voudrait porter une rupture radicale, comme c'est le cas par exemple de la France insoumise, ne pourrait pas le faire s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on part de ce constat-là où on a un blocage. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir dépasser nos désaccords. Et le constat qu'on fait aussi, c'est qu'on ne va pas réussir avec les règles actuelles parce que les partis politiques, par définition, ils sont en compétition les uns avec les autres dans le cadre de l'élection. Donc, ils ont un intérêt à montrer ce qui les distingue les uns des autres et donc à mettre en avant les sujets qui nous divisent. Or, en réalité, il y a tout un tas de sujets absolument essentiels sur lesquels on est tous d'accord
qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, abstentionnistes, je ne sais quoi, qui sont très importants. On n'a aucun endroit où on rend ces accords-là visibles. Et donc Praxis, son premier objectif, c'est ça. C'est qu'on a construit une plateforme qui regroupe un média et une plateforme de vote. Et on fait voter sur des mesures sur lesquelles on est tous d'accord. Ce n'est pas des petites mesures. Hein. Le premier vote qu'on a lancé là, c'est l'interdiction du pantouflage des hauts fonctionnaires. Bon, le pantouflage des hauts fonctionnaires, c'est la possibilité pour les hauts fonctionnaires de travailler d'abord pour l'État et puis ensuite de tirer profit de leur carnet d'adresses, du réseau qu'ils se sont constitués pour aller travailler dans les grands groupes privés. Total, Alstom, Areva, des banques, etc. Bon. Et ça a donné lieu sur les dernières années à tout un tas de conflits d'intérêts majeurs, à des ventes d'entreprises sous la houlette de hauts fonctionnaires qui étaient chargés un jour de superviser le dossier, de garantir le maintien des emplois, et le lendemain, ils se retrouvent à la tête de cette entreprise pour licencier les mêmes salariés dont ils étaient censés garantir les emplois quand ils travaillaient pour l'État. Enfin, bon, c'est de la corruption, clairement, alors qui est légale, parce qu'on n'a pas mis de règles pour l'interdire, mais ça, il est temps de l'interdire, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une élite, parce que ces gens-là sont, entre guillemets, censés incarner l'élite du pays, censés travailler au service de l'intérêt général, et en fait, ils travaillent uniquement au service de leurs intérêts particuliers. Bon, bah, ça, c'est la mesure très simple qu'on a proposée, c'est de dire, si vous devenez haut fonctionnaire, vous travaillerez à vie pour l'État, jamais pour une grande entreprise, jamais pour un cabinet de conseil qui lui-même travaille pour une grande entreprise. Après, évidemment, si vous voulez vous reconvertir pour être plombier ou pour aller élever des chèvres dans le Larzac, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous priver de votre bonheur. Ouais. Mais un enseignant, par exemple, généralement, toute sa vie, il enseigne. Hein, et puis, généralement, il a le sens du service public. Bon, il ne va pas travailler à un moment donné pour Total ou pour Areva ou pour une grande entreprise. Bon, alors pourquoi un enseignant qui ne gagne pas 10 ou 15 000 euros par mois, lui, hein, parce que le fonctionnaire, c'est quand même ça, la rémunération qu'on lui sert. Ouais. Bon, donc, on estime qu'un haut fonctionnaire bénéficie de suffisamment de privilèges pour ne pas avoir besoin de s'enrichir plus dans le privé. Donc, s'il fait le choix de travailler pour l'État, ce sera toujours pour l'État et plus jamais pour une grande entreprise. En gros, c'est la France ou l'argent. Il faut choisir. Enfin, ça, c'est une mesure, par exemple. Par exemple, sur cette mesure-là, vous demandez aux gens de voter, de choisir si oui ou non on la maintient ou... En fait, on produit une vidéo, une chronique vidéo pour expliquer aux gens ce que je viens là de résumer assez rapidement. Et puis, dans la foulée, les gens peuvent aller voter et ils peuvent dire s'ils sont d'accord ou pas avec cette mesure, oui, non. Voilà. Et là, par exemple, je crois qu'on est à plus de 97% de oui sur cette mesure, sur un peu plus de 3000 votes pour l'instant, sachant qu'on a lancé le vote il y a 2 ou 3 semaines. Voilà. Et en fait, on va comme ça, chaque semaine, lancer des référendums. Là, on en a lancé un, par exemple, sur la renationalisation des autoroutes, parce que, évidemment, ça aussi, ça a été un scandale d'État, qui est d'ailleurs un exemple assez typique des conflits d'intérêts entre la haute administration et des grands groupes privés. On a lancé un vote sur, précisément, le blocage des prix à la pompe, parce que le gouvernement pourrait le faire. Bon, donc on lance comme ça tout un tas de mesures sur lesquelles on peut voter, et on va s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de choses importantes sur lesquelles on est d'accord. Par exemple, interdire la concentration des médias. Très simplement, ne plus permettre à des milliardaires, seuls, tranquillement, d'être les rois de leurs médias, tout seuls, et manifestement d'orienter la ligne politique. Je veux dire, on a vu Bolloré, au-delà de l'idéologie qui est prônée, on a bien vu comment un milliardaire peut racheter un média et en quelques mois changer totalement la ligne éditoriale et prôner une ligne qui n'était pas du tout celle-là auparavant. Donc on voit bien que ça n'est pas notre la question de savoir qui détient des médias. Bon, et donc en fait, de cette manière-là, on veut essayer de réunir les gens sur une espèce de programme qui serait le programme du consensus. C'est-à-dire, les partis politiques s'occupent de ce qui nous divise, et donc on tranchera ça aux élections. Mais l'idée, c'est de dire quiconque sera élu, eh bien, on vous demande d'appliquer le programme qu'on aura dégagé sur Praxis, et on considère qu'il y a un consensus, puisque c'est ça la notion clé. Il faut au moins obtenir 75% d'accord. C'est-à-dire que si on est en dessous de 75%, OK, ça veut dire que là-dessus, on est divisé, ça reste la chose des partis, et donc
c'est tranché aux élections. Et donc il faut aussi beaucoup de gens qui votent, parce que... Évidemment, c'est je veux dire, ça ne peut fonctionner. Je veux dire, si on n'est pas beaucoup, on est un média à une force d'influence dans le débat public qui quand même fait la démonstration. Regardez, on est quand même 99%, là on est que 3000, mais on est quand même 99% à être d'accord pour telle et telle mesure. Bon, ça produit déjà son effet, mais évidemment, l'objectif ambitieux qu'on a, c'est de réunir un maximum de monde pour pouvoir être une force qui puisse mettre la pression sur les candidats politiques, sur les dirigeants. L'idée qui est sous-jacente à tout ça, c'est de rappeler en fait que nos représentants politiques sont payés avec nos impôts. Ça veut dire que, pour prendre une métaphore, l'employeur, c'est nous. C'est à nous de donner les instructions, c'est à nous de rédiger la fiche de poste, entre guillemets. En gros, le souverain, c'est nous, c'est ce que dit la Constitution. Bon, sauf qu'on voit bien qu'entre ce que dit la Constitution, qui en principe donne le pouvoir au peuple, et la pratique, on voit bien que les élites se pensent au-dessus de nous et gouvernent sans nous, voire contre nous. Bon, on voit bien que c'est ça qui se passe dans la réalité. Et en fait, rappeler tout simplement aux gens, non, en principe, c'est nous qui avons le pouvoir. Bon, c'est l'un des objectifs de Praxis. Donc, vous pensez qu'avec cette démocratie directe, on peut canaliser la colère, on peut l'accompagner différemment ? Je pense qu'on peut l'accompagner, la structurer, la diriger et la rendre efficace. En fait, moi, mon obsession, c'est de comment reprendre le pouvoir. Et donc, comment permettre au peuple de reprendre le pouvoir et comment faire en sorte que la colère qui est là, arrête de se disperser, de se diffuser, de se heurter à chaque fois à des murs. Voilà, il faut arriver à la canaliser, mais simplement pour l'orienter et la diriger et que ce soit suffisamment puissant parce qu'elle va être orientée dans la même direction. Et pour ça, il faut quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de décrire exactement ce qu'est Praxis parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé, au sens où c'est un média parce qu'on informe, mais pas que. C'est un peu un parti politique parce qu'on propose des solutions, mais c'est pas non plus un parti politique parce qu'on propose pas de candidat et qu'on va pas aux élections. C'est un peu un institut de sondage parce qu'en fait, on mesure tout de suite si les gens sont d'accord ou pas avec ce qu'on propose. Et c'est aussi un peu un syndicat parce qu'on a vocation à défendre ensuite les mesures qui auront été plébiscitées. Simplement, peut-être que comparé à un syndicat, nous, on n'est pas cantonné au monde de l'entreprise et qu'on se positionne plutôt dans la société, dans toute la société. Et donc, on a essayé de prendre en fait peut-être le meilleur de toutes les institutions qu'on connaît et qui seraient censées être des intermédiaires et des contre-pouvoirs citoyens, mais qui n'arrivent plus, chacun dans leur couloir, à vraiment remplir ce rôle. Donc, on prend le meilleur partout, on l'assemble et on dit, écoutez, voilà, là, on crée un outil. Si vous vous en emparez, si demain, on est 500 000 ou 1 million de personnes à voter sur la plateforme, on va avoir un poids absolument considérable et on peut décider d'élections. C'est-à-dire que les élections, elles se sont jouées généralement à 200 000 ou 300 000 voix. Donc, s'il y a 500 000, 1 million de personnes sur la plateforme, on sera en mesure d'aller voir les candidats et de leur dire, est-ce que vous vous engagez sur les 15, 20 mesures qui auront été plébiscitées, dont celle que j'ai donnée en exemple tout à l'heure, est-ce que vous vous engagez à les faire appliquer ? Et on verra bien aussi qui sont les hypocrites, qui sont ceux qui prétendent défendre le peuple, mais qui en réalité ne voudront pas s'engager sur ces mesures-là. Bon, voilà, ça peut avoir un impact considérable. Mais bon, pour ça, il faut être nombreux. En tout cas, c'est noté. J'espère que nos téléspectateurs ont suivi ce que vous venez de nous dire. Et donc, c'est Praxis Média. Ouais. Si vous souhaitez justement, vous aussi, être actif et notamment jouer un rôle dans l'avenir du pays, on peut passer par là et effectivement pouvoir décider directement quelles sont les mesures qu'il faudrait mettre en place, ou en tout cas proposer aux différents candidats. Merci beaucoup, François Boulou, d'avoir été avec nous. Une chose est sûre, on l'a vu, la colère est bien là. Reste à savoir sous quelle forme elle choisira de s'exprimer. On vient d'en parler avec François Boulou. Une colère diffuse, parfois invisible, mais bien réelle. Et pour comprendre de quoi on parle concrètement, regardez ce qui se passe sur le terrain. Partout en France, des professions entières tirent la sonnette d'alarme. Par exemple, la colère monte aussi sur les ports. Cette semaine, au Havre, des pêcheurs ont décidé de rester à quai. En cause, l'explosion du prix du carburant. Certains affirment travailler à perte depuis plusieurs semaine. Le gasoil, indispensable pour sortir en mer, a quasiment doublé en quelques semaines, passant d'environ 65 centimes à plus d'1,30 € le litre. Résultat, une activité devenue intenable et une mobilisation qui pourrait s'étendre. Car derrière cette grève, une réalité simple.
Quand le coût du travail dépasse ce qu'il rapporte, ce n'est plus une crise, c'est une impasse. Et ce mouvement rappelle un précédent, le mouvement de grève des pêcheurs de 2008, déjà provoqué par la flambée des prix du carburant. Même cause et même colère et peut-être bientôt même type de mobilisation. La mobilisation des pêcheurs pourrait bien être le début d'un effet domino car derrière eux, ce sont tous les secteurs dépendants du carburant qui vacillent, transporteurs, agriculteurs, artisans, des coûts qui explosent et des revenus qui stagnent. La question n'est plus seulement économique, elle devient politique. Combien de temps ce modèle peut-il tenir ? Les ambulanciers privés se mobilisent cette semaine, un secteur essentiel aujourd'hui au bord de la rupture. En seulement 6 mois, le nombre de défaillances d'entreprises a été multiplié par 3. Carburant, inflation, retard de paiement, le modèle économique ne tient plus et derrière ces chiffres, une réalité des professionnels qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Mais ce n'est pas une question simplement économique. Les ambulanciers sont aussi des milliers de trajets vers les hôpitaux, des urgences, des vies prises en charge chaque jour. Moins d'entreprises, moins de véhicules, c'est tout le système de santé qui peut se retrouver sous tension. Une alerte qui dépasse largement la profession et ce qui frappe, c'est que le constat est le même qu'ailleurs. Pour l'instant, ces colères restent sectorielles, dispersées. Alors à quel moment ces luttes vont-elles se rejoindre et transformer une série de crises en mouvement social d'ampleur ? À Saint-Gaudens, l'inquiétude monte autour de l'usine Fibre Excellence. La production est à l'arrêt. Officiellement, c'est temporaire. Mais derrière cette pause, une réalité beaucoup plus fragile, pénurie de bois, tensions financières et négociations urgentes avec l'État pour éviter le pire. Et sur le terrain, les salariés, eux, redoutent une chose, que cet arrêt ne soit que le début. Car ce site, ce n'est pas qu'une usine, c'est un pilier industriel. Environ 350 salariés et jusqu'à 10 000 emplois directs ou indirects liés à son activité. Si l'usine s'arrête durablement, c'est toute une filière qui vacille et avec elle un territoire entier. Ce qui se joue à Saint-Gaudens dépasse largement le cadre de l'usine, comme on l'a vu pour plein de secteurs. Il y a un manque de matières premières, coûts énergétiques, modèle économique fragilisé. Et face à cette menace, les salariés ne restent pas immobiles. Des mobilisations ont déjà eu lieu et de nouvelles actions sont en préparation. L'objectif, alerter, peser, empêcher une fermeture qui serait vécue comme un abandon. Car ici, l'enjeu est simple, sauver des territoires, sauver des emplois ou voir disparaître un pan entier de l'économie locale. Ce type de crise, loin des grandes métropoles, nourrit une colère particulière, une colère liée à l'abandon, au déclassement et à la disparition progressive de l'industrie. On passe maintenant à l'agenda des luttes. À La Réunion, c'est tout un secteur qui menace de s'arrêter. L'ensemble des cliniques privées de l'île annonce une grève à partir du 20 avril. Un mouvement rare et massif. Ils veulent dénoncer des inégalités de traitement avec le public et des difficultés économiques croissantes. Les cliniques privées ne sont pas un secteur secondaire. Elles assurent une part importante des soins, des opérations, des hospitalisations. Mais aujourd'hui, elles alertent. Leurs moyens ne suivent plus. Et derrière cette grève, une crainte, celle d'un système de santé qui se fragilise encore davantage. Ce type de mobilisation n'est jamais sans conséquence. Dans d'autres mouvements similaires, on a vu des opérations déprogrammées, des services ralentis, voire suspendus. Autrement dit, quand le privé s'arrête, c'est toute la chaîne de soins qui est impactée. Ce mouvement, à des milliers de kilomètres de la métropole, dit pourtant quelque chose de crucial. Quand la santé elle-même entre en tension, ce n'est plus seulement une crise sectorielle, c'est un signal d'alerte pour toute la société. Et pour conclure cette émission spéciale sur les crises actuelles, ambulanciers, pêcheurs, salariés de l'industrie, cliniques privées, des secteurs différents, des réalités différentes, mais un même constat. Partout, des professionnels qui disent ne plus pouvoir vivre de leur travail. Partout, des modèles qui se fragilisent. Partout, une colère qui monte. Une colère dispersée, encore silencieuse parfois, mais une colère bien réelle. Alors la question n'est peut-être plus de savoir si un mouvement social peut émerger, mais quand et sous quelle forme. Et dans l'histoire sociale, ce sont ces mouvements, ces colères-là, celles qu'on n'écoute pas assez, qui finissent par tout emporter. C'est la fin de ce Journal des luttes. Alors merci à vous d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à nous soutenir en allant sur soutenez.lemediatv.fr.
En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée sur le média.